Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Marie-Claire May, chargée de mission animation et accompagnement des professionnels au Greffe Bretagne. Je suis aussi l'animatrice des communautés La Place Bretagne. Je vous en reparlerai un petit peu à la fin. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode des rendez-vous du Greffe Bretagne, les voies de l'insertion en Bretagne, témoignages de porteurs de projets. Ce nouveau rendez-vous s'inscrit dans un cycle qui a pour but de vous faire rencontrer les acteurs bretons et de vous faire découvrir ce qui se passe sur les territoires. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter et à échanger avec celles et ceux qui œuvrent pour l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes réfugiées. Nous recevons Caroline Petit, qui est éducatrice spécialisée et chargée de projet à la Tribu de Tachen. Bonjour Caroline, vous êtes près de Lannion. L'association accompagne des jeunes en errance ou en début de processus de marginalisation grâce à des chantiers forestiers associatifs, entre autres. Vous nous en reparlerez un petit peu tout à l'heure. Karine Souben, vous êtes chargée de mission pour le projet Adventus et Arnaud Lemaine, vous êtes chef de projet. Vous travaillez tous les deux à Défi Emploi du Pays de Brest. Le projet Adventus offre un accompagnement pour sécuriser les parcours d'insertion professionnelle des bénéficiaires de la protection internationale. Ça passe par des ateliers, des rencontres avec les entreprises, etc. Vous nous en parlerez un petit peu plus tard également. Et ces projets sont financés dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, donc par l'État en région. On va beaucoup parler du PIC, c'est l'acronyme du plan d'investissement dans les compétences. Et nous en saurons plus grâce à nos invités de la DRETS. Donc, c'est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc aujourd'hui, nous recevons Najat Zouane et Fleur Poitou qui font partie du service accès, retour à l'emploi et formation professionnelle. Madame Zouane est responsable des dispositifs d'accompagnement pour les publics en difficulté d'insertion, donc notamment sur l'appel à projet intégration professionnelle des réfugiés dont on va parler. Vous êtes aussi référente égalité. Fleur Poitou, vous êtes chargée de mission en charge du suivi du pacte régional d'investissement dans les compétences et du suivi de l'appel à projet repérer et mobiliser les publics dits invisibles, déployés également dans le cadre du PIC. Donc les deux projets qu'on vous présente aujourd'hui font partie de ces appels à projet. Thomas Robert est également avec nous aujourd'hui dans le chat. Il travaille au Greffe Bretagne. Il est également chargé de mission animation. Et donc, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Il y aura des temps d'échange à la fin des présentations des projets pour que vous puissiez poser vos questions. Et donc, nous sommes ensemble pendant environ 1 heure pour en découvrir un petit peu plus. Donc, je vais laisser la parole à Madame Poitou et Madame Zouane, car, comme je disais, les projets présentés aujourd'hui sont en partie financés par l'État dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus ces dispositifs et les appels à projets, et notamment pour démarrer, nous présenter le PIC en quelques mots? Merci, bonjour Marie-Claire, bonjour tout le monde. Merci d'avoir organisé ce temps de présentation. Donc le plan d'investissement dans les compétences, donc c'est un plan, vaste plan national porté par l'État, donc qui vise à accompagner 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi peu qualifiés. Donc les enjeux, donc l'enjeu prioritaire, c'est vraiment d'expérimenter. Donc d'expérimenter dans les territoires et donc les porteurs de projets sont appelés à innover pour ensuite transformer les accompagnements, les formations qui sont dispensées aux demandeurs d'emploi et aux jeunes. Donc c'est un vaste plan national déployé donc sur l'ensemble des territoires. Ensuite il y a plusieurs volets dans ce plan national d'investissement dans les compétences. Donc, le volet 100% inclusion, le volet repérage et mobilisation des publics invisibles, dont Madame Petit pourra nous reparler ensuite, le volet intégration professionnelle des réfugiés, donc nous avons un représentant de Madame Soubin qui pourra nous en parler tout à l'heure, et le volet prépa apprentissage. Donc, on va vous détailler un petit peu ce que comprennent ces différents volets du plan d'investissement dans les compétences.
Merci. Et Madame Zouane, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des objectifs de ces appels à projets? Alors, oui, bonjour. Préciser d'ores et déjà, alors actuellement, nous sommes déjà à plus de 550 lauréats sur l'ensemble des appels à projets. Donc, on précisera ensuite sur chacun des appels à projets. L'objectif de cet appel à projet, c'est vraiment de lever les freins sur des modalités et de mettre en place des nouvelles modalités apprenantes et de faire en sorte que les acteurs du territoire collaborent ensemble pour essayer de lever l'ensemble des freins que rencontrent ces publics. Donc, le premier objectif, c'est d'accompagner et sécuriser les parcours. Donc, c'est l'objectif de deux appels à projets. L'appel à projet insertion professionnelle des réfugiés, dont l'objectif est précisément de s'adapter au public et aussi d'identifier le besoin spécifique. Donc, on le verra tout à l'heure, effectivement, à travers le projet présenté par Défi pour l'emploi du Pays de Brest. Et puis, le deuxième, donc, c'est aussi consolider les compétences et reconnaître les compétences des personnes qui sont arrivées d'autres pays. Et aussi, l'objectif aussi dans cet accompagnement, cette sécurisation des parcours, c'est de repérer, de mobiliser les publics éloignés ou dits invisibles et de les remobiliser à travers les deux appels à projets 100% inclusion et repérage des invisibles. Donc, bon, tout d'abord, on repère les publics qui ne viennent plus dans les services publics de l'emploi, c'est ça l'enjeu, et ensuite de les accompagner via des modalités innovantes, ce que disait Fleur. Ensuite, le deuxième grand objectif, c'est garantir un socle de compétences. Donc là, c'est via l'appel à projet prépa-apprentissage où les lauréats sont amenés à préparer les publics à rentrer en apprentissage dans des contrats d'apprentissage et donc avec un SAS en amont. Et enfin, de répondre aux besoins des entreprises et de qualifier la main-d'œuvre. Et là, effectivement, c'est au-delà des appels à projets, l'ensemble des appels à projets pour y répondre, évidemment, mais c'est aussi l'enjeu du pacte régional, mais aussi l'ensemble des actions qui sont financées par le PIC. Voilà, j'ai essayé de résumer les objectifs. Merci beaucoup. Et donc, Madame Poitou, la tribu de Tachel, le projet dont on va entendre parler ensuite, fait partie de l'appel à projet repérer et mobiliser les publics dits invisibles. On en a parlé un petit peu là, mais vraiment en bref, quels sont les objectifs de cet appel à projet? Alors, l'objectif, c'est le repérage et la remobilisation des jeunes éloignés de l'emploi. Donc, ce qu'on appelle les NEETs. Donc, c'est les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Donc, c'est vraiment les jeunes qui sont un peu sortis des radars, qui sont plus accompagnés ou qui n'ont jamais été accompagnés par le service public de l'emploi et qui qui ne sont pas non plus en formation. Donc on a 13 projets en Bretagne, dont celui porté par la tribu de Tachen, qui ont démarré donc pour certains dès octobre 2019. En fait, voilà, il y a une plage d'amplitude des projets qui part de octobre 2019 et qui va se poursuivre jusqu'à décembre 2023. Donc là, on est un peu à mi-parcours en fait sur ces expérimentations. Donc 13 projets en Bretagne, c'est parmi 230, à peu près 250 projets au niveau national, souvent donc portés par des consortiums qui regroupent en général une mission locale. Donc on a des projets vraiment très innovants. Donc, Madame Petit nous en parlera tout à l'heure. Donc, on a des projets très innovants d'aller vers, d'accompagnement avec des expérimentations aussi sur Internet, sur des supports multimédia pour aller vers les jeunes. Très bien, merci beaucoup. Et Madame Zouane, donc le projet Adventus fait partie de l'appel à projet intégration professionnelle des réfugiés. Vous en avez parlé également, donc les objectifs. Oui, juste pour préciser effectivement les objectifs de cet appel à projet. Alors, on va se retrouver face à des publics qui ont des besoins spécifiques. Alors, j'évoque juste une des spécificités qu'on évoque souvent dans d'autres dispositifs que cela, c'est notamment lever les freins, notamment de trauma, puisque c'est des publics qui arrivent avec des traumas. Hein, donc, voilà. Les spécificités, c'est que l'apprentissage du français, ils ne maîtrisent pas toujours la langue française. Donc, comment faire
faire pour effectivement leur permettre d'apprendre le français tout en s'insérant dans la société française, l'accompagnement aussi de l'accès aux droits, etc. Donc, comme on est sur des publics spécifiques, les lauréats, effectivement, proposent et adaptent leur contenu et en continu, effectivement, pour répondre à ces besoins et pour les mettre en relation aussi avec les employeurs. Voilà. Donc, ici, nous avons en Bretagne 4 projets, mais c'est vrai qu'ils se déploient sur 7 territoires. Merci beaucoup. Justement, on a, comment dire, pour avoir des chiffres par rapport à ces projets, on partagera un support PowerPoint, enfin en PDF dans le chat. Donc, il y a 13 projets en Bretagne pour repérer, mobiliser et donc 4 pour Adventus. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, depuis le début de ces dispositifs, combien de personnes ont pu en bénéficier en Bretagne? Alors, sur le dispositif repérage et mobilisation des jeunes invisibles, il y a 2000, un petit peu moins de 2500 jeunes qui ont été repérés en fait en Bretagne. On constate qu'il y a une petite majorité quand même d'hommes, puisqu'il y a 58% d'hommes qui sont repérés. Contre 42% de femmes. C'est les tendances nationales, en fait. Hein. Il n'y avait pas de différence entre la Bretagne et le niveau national sur cette répartition. Et, donc ensuite, une majorité, évidemment, un petit quart de 15-17 ans, et ensuite une grosse cohorte, la moitié, ce sont des jeunes de 18 à 21 ans. Et donc, avec vraiment des faibles niveaux de qualification, hein, on est à 40% de jeunes peu qualifiés à pas qualifiés du tout. Merci beaucoup. Et pour intégration professionnelle des réfugiés? Oui, alors déjà précisé, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, cet appel à projet s'adresse aux bénéficiaires de la protection internationale, parce qu'on dit réfugiés, mais c'est le statut bénéficiaire de la protection internationale ou les demandeurs d'asile qui ne sont pas encore réfugiés. Voilà. Donc, ici en Bretagne, je le disais, 4 projets, 556 bénéficiaires en parcours depuis le début de cet appel à projet, essentiellement des hommes, donc c'est une particularité. Et effectivement, puisqu'on est à 86% d'hommes, ce qui s'explique par, effectivement, quand les personnes quittent leur pays, en général, c'est jamais volontaire, c'est dans un contexte particulier, et c'est souvent les hommes qui sont menacés, donc voilà, surtout pour le cas des demandeurs d'asile. Très peu alors essentiellement des hommes, alors plus jeunes ici en Bretagne que la moyenne nationale, puisqu'on est à 55% de plus de 25 ans, alors qu'à la moyenne nationale, c'est 68% de plus de 25 ans. Donc ici, la part est de 45% de jeunes. Et puis, effectivement, contrairement aux autres appels à projets, on a du mal à identifier les porteurs, les lauréats, peut-être que Défi pour Emploi en parlera, la qualification, puisque effectivement, la question est effectivement de travailler sur la reconnaissance de leur diplôme et de leur qualification. Donc, c'est tout un débat. Et puis, eux-mêmes ne savent pas traduire leur niveau de qualification, effectivement, ou l'équivalence. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Donc, on pourra retrouver tous les chiffres dans le support que Thomas a partagé dans le chat. Merci beaucoup, Madame Zouane et Madame Poitou. Je propose maintenant de donner la parole à Madame Petit pour que vous nous présentiez le projet. Bonjour à tous. Donc, Caroline Petit, moi, je suis éducatrice spécialisée, ou plutôt éducatrice de rue dans un CCAS à Lannion. Je suis mise à disposition par le CCAS à l'association La Tribu de Taschen, qui est mon outil de travail. Nous sommes 3 intervenants. Donc, nous avons Kevin Guignard qui est bûcheron, Thomas Bauer qui est charpentier, et nous intervenons auprès de jeunes qui ont entre 16 et 30 ans au sein d'une vallée qui fait à peu près 10 hectares afin de les former à raison d'une semaine par mois. On ne fait qu'une semaine par mois autour du travail du bois, donc tout ce qui est charpente, menuiserie, sylviculture et tout ça. Le but, c'est qu'ils puissent proposer leurs services, savoir se repérer sur des petits chantiers et aller travailler n'importe où parce que du bois, il y en a partout dans le monde, quoi. Nous, on a monté ce projet-là parce que moi, en travaillant dans la rue, je rencontrais beaucoup de jeunes qui étaient, qu'on qualifie de NEET aujourd'hui, mais déjà à l'époque, qui étaient dans rien.
On a à peu près, sur les 3 ans, on avait fait le calcul avec le collecteur, on a suivi 82 jeunes et on continue. On n'a pas beaucoup de filles. Sur les 82, on a 24 filles. Par contre, on a à peu près 85-90% de jeunes qui sortent des dispositifs du social, ce qu'on appelle les sortants de l'ASE, qui à 18 ans ont dit stop, on arrête tout, qui se sont retrouvés dans la rue ou dans les quartiers, qui bossent de petits boulots, pas toujours réglo, on va dire, mais qui refusent tout système institutionnel. Donc, nous, le but, c'est pendant une semaine, on est avec eux. Le lieu de la vallée où il y a quelques constructions, c'est un lieu qui leur appartient. L'alcool et la drogue sont interdits pendant les temps de chantier. Et on leur offre la nourriture pour travailler notamment sur une première approche de tout ce qui est l'hygiène, notamment alimentaire, parce que vu les moyens financiers qu'ils ont, l'alimentaire, c'est pas trop leur priorité. On travaille en partenariat sur l'insertion avec tout ce qui est mission locale, des agences intérim. On leur fait passer le permis de conduire pour ceux qui le veulent. On a des financements pour ça, pour favoriser l'insertion. Et tout ce qui est travailleurs sociaux, notamment des ressortants de prison, tout ce qui est SPIP, tout ça, on travaille à EMO et tout, on travaille pas mal avec. Et le CCAS notamment, tout ce qui est recherche d'hébergement, refaire les papiers, parce que beaucoup n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas fait leur déclaration d'impôt. Enfin, tout le travail est orienté vers le panel de travailleurs sociaux qui se retrouvent sur Lannion. Donc, nous, on travaille, oui, au sein d'une communauté de communes, Lannion-Trigord Communauté, mais donc c'est une petite commune, on est très bien connus, donc c'est assez facile pour nous d'aller repérer les jeunes et de travailler en partenariat. Merci. Alors justement, comment est-ce que les jeunes, soit comment est-ce que vous les repérez ou comment est-ce qu'ils viennent aussi vers vous? Peut-être qu'il y a des personnes qui viennent spontanément. Alors, il y a beaucoup de bouche à oreille aujourd'hui parce que nous, on existe depuis 2015. Moi, en tant qu'éducatrice de rue, forcément, je les repère dans la rue et dans les quartiers parce que je travaille beaucoup dans les quartiers aussi. C'est souvent des jeunes qui sont... alors, si on prend le public centre-ville, bon, ils sont plutôt visibles parce que c'est ceux qui font la manche, qui commettent des petits actes qui dérangent, surtout que nous, on est une cité côtière, donc très touristique. Pour les jeunes des quartiers, c'est les animateurs de quartier pour beaucoup, les habitants de quartier, les associations de quartier. Et puis, nous, quand on est présent, relativement régulièrement, quoi. D'accord, merci. Et au niveau des actions que vous proposez, donc vous nous avez parlé des chantiers forestiers, mais il y a beaucoup d'autres actions aussi. On travaille au sein de la culture parce qu'en fait, on a le Carré Magique, qui est une structure qui est reliée au niveau départemental aux arts du cirque, même au niveau national, et ce qui nous permet en fait de rejoindre deux publics qui sont un peu similaires puisque nomades et pas forcément sous domicile, ce sont les circassiens. Donc, on travaille sur tout ce qui est la technique, la mise en place des chapiteaux, les montages techniques et autres. On participe aussi aux mises en résidence qui durent généralement 1 mois. On participe au spectacle, on fait de la maintenance, on fait de tout avec les jeunes. Et ce qui nous permet d'être en visuel, on fait ça au sein des quartiers pour beaucoup, d'axes prioritaires, ce qui nous permet d'être en visuel. Et là, on arrive à choper, entre guillemets, des jeunes que personne n'arrive à avoir. Ceux qui sont beaucoup dans les addictions aux jeux, aux écrans, enfin, qui sont pas mal enfermés, quoi. Donc, c'est un outil de travail qui est super important et ça permet aussi de l'insertion parce que souvent, les circassiens nous prennent des jeunes sur des petits contrats d'intermittence pour les montages de spectacles ou de festivals ou de choses comme ça. Merci beaucoup. Thomas vient de partager justement dans le chat un article du Télégramme avec une vidéo qui parle justement de ce projet. Est-ce que... oui, on avait parlé, excusez-moi, il y a aussi le volet financement du permis de conduire, vous en avez un petit peu parlé, donc vous aidez également les jeunes à passer leur permis de conduire. C'est la base de l'insertion parce que nous, on n'a pas un réseau routier très important, on va dire ça, on n'est pas à Paris ou dans une métropole. Du coup, si tu n'as pas le permis de conduire et que tu habites à Lannion, déjà tu es jeune.
Et t'as pas de moyens de transport. En fait, les moyens de transport, c'est assez scolaire, ou quand il y en a, c'est quand même, déjà, c'est pas donné. Et puis, c'est pas très efficace, on va le dire, puisque c'est très étalé, c'est des villages ruraux tout autour, quoi. Et puis, c'est la côte marine, quoi. Donc, le financement du permis de conduire, oui, c'est la base de l'insertion. Après, on voit bien que c'est assez compliqué parce que ils vont s'inscrire, je sais pas, en 2020, par exemple, à leur permis. Ils vont peut-être commencer à accéder au code en 2022. Enfin, je veux dire, l'institution, travailler, réfléchir, c'est pas trop leur truc. Mais ça fonctionne. On insiste, on travaille avec une seule auto-école. Comme ça nous permet d'avoir un réel suivi des jeunes, quoi, d'être en contact régulièrement. Très bien, merci. Et est-ce que vous pouvez nous présenter des exemples de parcours, voilà, pour illustrer un petit peu des personnes que vous avez accompagnées et que voilà. Bah, il y en a certains. Alors, quand on est au niveau du public de centre-ville, le plus facile, en fait, au niveau de l'insertion, ça reste quand même les filles qui sont pas très à l'aise à être sans domicile et sans rien. Du coup, beaucoup s'orientent vers des formations de monitrices éducatrices. Et ça fonctionne. On en a eu quelques-unes, comme Alicia et tout, quand même été embauchées par la ville de Lannion après. Ça reste dans, comment dire, l'insertion, on voit bien que ça reste dans nos corps de métier. C'est-à-dire que moi, je suis éducatrice. Il y en a beaucoup qui vont s'intéresser à ce métier-là. Kevin et Thomas, bûcherons et charpentiers, ça oriente aussi pas mal vers cette direction-là. Donc là, pour les lagages et la sylviculture, on les envoie sur Pontivy aussi, qui est à une centaine de kilomètres, qui forment à la semaine sur les lagages. Il n'y a pas forcément l'école, c'est pas leur truc, donc il n'y a pas forcément de diplôme, mais c'est des jeunes qui arrivent à s'en sortir et à bosser sur ce qu'ils veulent. C'est pas des CDI non plus, mais ils arrivent à trouver des chantiers forestiers et autres et à aller travailler sur des semaines, sur quelques temps, sur ces chantiers. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qui fonctionne, quoi. Donc, on a plusieurs qui ont pu aller sur l'école de Pontivy et qui ont pu aussi et qui continuent à travailler dans le coin, qu'on voit dans le coin avec le bouche à oreille et nous, tout le réseau d'artisans qu'on connaît, quoi. D'accord, merci. Ben, c'est vrai que ça, c'est un point qui est intéressant, je trouve, dans le projet, dans le sens où ce sont des publics avec des particularités, donc comme vous l'avez dit, qui sont peut-être un petit peu en dehors des modes de vie classiques. Et voilà, et vous les accompagnez vraiment aussi à proposer des choses pour que ces personnes puissent finalement rester en accord avec ce mode de vie, tout en passant le permis, passant éventuellement avoir une formation qui pourrait leur servir partout en Europe. Donc, si les personnes souhaitent avoir un mode de vie nomade, c'est possible. Avec le côté culturel, le montage technique sur des festivals, des événements, etc. Là aussi, on voit que ce sont des modes de vie qui peuvent être nomades et saisonniers. Nous, en fait, mais... on fait que répondre à leurs demandes au niveau de l'insertion parce qu'on peut le faire. On n'est pas une grosse institution, on est une petite association. Pour nous, sur notre département, on est repéré comme une association test. Le partenariat fonction publique territoriale et associatif, c'est aussi très riche, c'est très intéressant. La ville de Lannion nous prend souvent des jeunes en stage s'ils viennent de la tribu de Tachon, la communauté de communes aussi. Le but, nous, c'est pas de leur dire tu vas avoir un CDI, tu vas t'inscrire au Pôle emploi ou des choses comme ça. La mission locale est aussi très réactive chez nous. En fait, ce qu'ils nous racontent, c'est qu'au Pôle emploi, ils sont ni plus ni moins qu'un numéro, quoi. Et ça leur convient pas trop. Et c'est trop formel comme inscription. On bosse aussi avec des agences intérim où c'est tout le temps la même secrétaire, c'est rassurant, où c'est elle qui les appelle. Enfin, il y a un tutoiement, il y a une nomination par le prénom. Et là, l'insertion se fait, c'est plus facile. Et en plus, il n'y a pas cette peur d'être coincé dans un CDI, de ne plus avoir de vie sociale à côté, enfin sociale festive, j'entends, hein. Donc, ils fonctionnent à leur rythme. Et plus ça va, plus ils se rendent compte qu'ils ont des salaires, plus ils se rendent compte qu'ils ont des besoins et des dépenses, et plus ils se mettent à travailler au final, quoi. Donc, nous, ça nous convient, même si c'est des CDI, des CDD, pardon, c'est tout à fait honorable, quoi. Enfin, honorable, c'est ce qu'il nous faut, quoi. Enfin, c'est ce qu'il leur faut. Très bien, merci. Donc oui, il y a quand même un réseau partenarial très fort en local et puis une bonne complémentarité entre les différentes structures. Ouais,
Ça, on a cette chance-là, oui. Ouais, ouais. C'est ce qu'il faut, c'est ce maillage-là qui est intéressant parce que du coup, l'association, elle est pas, elle peut être un peu libre au niveau de ses dépenses. Je parlais des permis et tout ça. Et on peut aider aussi, je sais pas moi, à une première caution de loyer ou enfin, l'installation d'un jeune tout simplement qui n'a pas de famille, quoi, qui n'a pas de soutien derrière lui. Et du coup, nous, ça ne nous charge pas en masse salariale. J'ai oublié de dire, mais c'est complètement nul d'ailleurs d'avoir oublié. On a 2 salariés, un contrat d'apprentissage en formation d'éducateur spécialisé, une jeune de la tribu, Maïwen, et un jeune qui a été aussi orienté sur nos chantiers au début, qui est lui embauché à 24 heures semaine, je crois, ou 25, je ne sais plus, sur un poste à moitié financé FONGEP. Voilà. Et je sais que Kevin a un apprenti aussi qui vient de la tribu en sylviculture et Thomas a une apprentie en charpente. En fait, on fait les choses comme ça parce qu'on peut se permettre de le faire. Thomas et Kevin sont prestataires de l'asso à raison d'une semaine par mois. Effectivement, c'est ce qu'on salarial, quoi. Oui, c'est ce qu'on s'était dit Ouais. lors de nos échanges, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas de frais de structure. Non. Donc, c'est vrai que tous les financements vont directement aux bénéficiaires. Ouais. Et on voit aussi effectivement que vous générez, comment dire, oui, vous générez de la... De l'insertion. Voilà. De l'insertion de jeunes, quoi. Après, on connaît, avec nos métiers, surtout Kevin et Thomas, on connaît beaucoup d'artistes aussi, d'entrepreneurs qui sont dans le bois, mais même dans autre chose, dans l'alimentation et tout. Enfin, donc, c'est la facilité aussi pour nous, quoi. Très bien, merci beaucoup. Madame Poitou, peut-être que vous avez une question pour compléter cette présentation? Alors, oui, oui, Madame Petit, moi, j'aurais juste voulu savoir, donc vous travaillez avec une entreprise d'intérim, c'est ça, sur le secteur? Non, une auto-école et plusieurs entreprises d'intérim. Plusieurs entreprises d'intérim. Entreprises d'intérim, il y en a une qui va être dans le bâtiment, il y en a l'autre qui va être dans la vente. Donc, en fait, c'est les jeunes en plus qui nous orientent vers ces entreprises d'intérim. D'accord. Ça fonctionne hein, sur les petites communes comme ça. Enfin, on est 20 000 habitants. C'est vrai que là, on est vraiment sur le maillage territorial et le maillage partenarial qui était souhaité hein, sur les expérimentations. Oui. On voit bien que vous travaillez avec l'ensemble des partenaires mobilisables sur toutes les problématiques que peuvent rencontrer les jeunes. Donc, permis de conduire, donc ces problématiques de mobilité, l'emploi avec la mission locale, avec donc les agences d'intérim. Et alors, vous indiquiez que c'était des jeunes qui étaient un petit peu nomades. Vous avez des problématiques de logement qui sont rencontrées par ces jeunes sur le territoire. Et avec quel partenaire vous travaillez dans ce cas? Eh ben, on a la MICEP qui nous sert aussi, j'ai oublié de dire, mais c'est vrai qu'on envoie pas mal de jeunes en chantier d'insertion à la MICEP et à la régie de quartier, ceux qui sont plus en difficulté. Hein. Pour les gens qui sont dans le public, la MICEP, juste si vous voulez bien représenter. C'est une structure associative, mais c'est une grosse boîte. Hein, il y a plein de salariés et tout, qui est sur le département du Morbihan et des Côtes-d'Armor et qui a tout ce qui est centre d'hébergement de réinsertion sociale, ALT, un accueil de jour, donc des chantiers d'insertion, des chantiers de remobilisation, enfin tout ça, quoi. Enfin, dispositifs qui permettent ça. Très bien, merci beaucoup. Alors, Marie-Claire, j'ai 2 questions sur le chat, si tu Oui. veux que je les pose. Alors, il y a Céline qui nous demande s'il y a des insertions via un passage par de la formation qualifiante. Alors oui, pour les moniteurs éducateurs, par exemple, ça se passe, c'est la formation publique qui est au lycée de Kéraoul à Paimpol, ça dure 2 ans. Donc là, ça veut dire que c'est à nous aussi de trouver un financement parce que c'est 2 ans dans un établissement scolaire. Pour nous, au niveau de la tribu, non, il n'y a pas de formation qualifiante. Et sinon, c'est Pontivy dans les formations élagage qui offre des formations qualifiantes. Nous, la seule qualification qu'on peut fournir, c'est le permis de conduire, en gros, quoi. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Karine Souben et Arnaud Lemaine.
pour nous parler du projet Adventus qui accompagne les bénéficiaires de la protection internationale. Et donc notamment la question dans le chat concerne cette nomination. Donc est-ce que vous pourrez nous repréciser quel type de public cela concerne exactement? Oui, bonjour. Donc Arnaud Lemaine et donc Karine Souben, donc au sein d'Adventus à Défi Emploi, dans l'association Défi Emploi du pays de Brest. Alors, pour répondre tout de suite à votre question, donc dans le chat, ouais, ok. Donc effectivement, donc nous on accompagne les bénéficiaires de la protection internationale, donc définition donc réfugiés, protection subsidiaire et apatrides. Alors des publics apatrides, on n'en a pas eu jusqu'à ce jour. Et on accompagne également des publics demandeurs d'asile qui ont une instruction de demande d'asile depuis minimum 6 mois, ce qui les autorise légalement, en référence au CESEDA, Code du droit des étrangers, à travailler, à demander une autorisation de travail. Voilà les publics que l'on accompagne. Très bien, merci beaucoup. Et un public de plus de 26 ans également. Avant, ils sont accompagnés par la mission locale. Sauf pour les demandeurs d'asile, effectivement, qui ne sont pas accompagnés par la mission locale, même s'ils ont 21, 22, 23. Donc nous, on les prend en charge. Voilà, la mission locale n'accompagne que les publics qui sont statutaires. Enfin, à Brest, en tout cas. Très bien, merci. Et donc, dans votre projet, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots et notamment toutes les actions que vous mettez en place et les parcours d'accompagnement avec leur spécificité? Pas de problème. Alors, peut-être juste avant de commencer, juste pour vous dresser un petit peu notre schéma d'activité là sur localement. Donc, nous, on intervient sur tout le pays de Brest. Donc ce qui représente à peu près la moitié nord du Finistère. Donc on a commencé le 1er avril 2019. On est à ce jour, on est 3 accompagnants, donc moi-même, Karine et Virginie, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui puisqu'elle est en formation à l'AFPA là. Et donc on a également un appui d'une collègue, donc Anaëlle, qui est en alternance sur une formation de chargé de projet. Voilà, donc on est 3 permanents et une collègue en alternance. Voilà ce qui constitue l'équipe. Au niveau des publics accompagnés, on a précisé ça à l'instant. Et donc, comme ce qui a été présenté tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment l'inclusion. Alors, on dit insertion professionnelle, on est sur du socio-pro, mais peut-être qu'on pourra détailler un petit peu tout à l'heure, parce que vous avez précisé qu'il était important, en fait, dans le cadre de ce projet-là, de pouvoir s'adapter. On s'est très rapidement rendu compte qu'effectivement, c'est essentiel. Donc, on est sur une approche, je dirais, qui reste relativement globale, quoi. Ouais. Depuis le début du dispositif, on a accompagné 250 personnes, enfin sur 3 ans, pour une durée d'accompagnement de 24 mois. Au niveau des orientations vers le dispositif, en fait, on travaille beaucoup avec les associations Coalia, Adoma, Pôle emploi aussi, qui nous connaît, et au fur et à mesure du projet, en fait, on a vu de plus en plus de personnes connaître le dispositif et donc venir vers nous, en fait, d'une façon spontanée. Voilà, pour faire un petit point de démarrage sur le dispositif. Après, on peut parler un petit peu plus des spécificités de notre accompagnement. Alors, donc, pour être assez pragmatique, comment ça se passe, comment se passe notre activité concrètement? Donc, une fois qu'on a eu les orientations des partenaires, donc on va très rapidement fixer un rendez-vous avec le public et idéalement avec le partenaire qui a prescrit, pour qu'il y ait un lien et qu'on puisse un peu sécuriser déjà l'entrée dans Adventus et rassurer, hein, c'est le mot, des publics qui ont souvent butiné, je dirais, dans différents bureaux de l'administration française. Donc, on démarre l'accompagnement rapidement, déjà en écoutant la personne, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'elle a envie de se professionnaliser, de se qualifier, ou est-ce qu'au contraire, il y a un besoin alimentaire urgent, auquel cas on va partir sur de l'emploi direct.
ou alors, donc, comme je vous disais à l'instant, sur la formation qualifiante, où là, on va construire le parcours de formation avec elle et avec les partenaires de la formation. Si on est sur de l'emploi direct, bon, bah, je dirais, c'est une méthode qui est assez simple en soi. C'est qu'on a un outil qui est utile, c'est le téléphone. Donc, en fait, bah, on va appeler, on va prospecter, on va appeler des entreprises pour pouvoir présenter, faire la médiation active de public sur différents secteurs d'activité. On travaille avec tous les secteurs d'activité, mais on s'est rendu compte qu'avec le recul, on est quand même majoritairement sur le secteur du bâtiment, parce qu'on accompagne majoritairement, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure sur la caractéristique des publics, on accompagne majoritairement des hommes et plutôt des jeunes hommes. On pourra préciser ça tout à l'heure. Et leur demande, elle s'oriente vers les métiers du bâtiment, peinture, maçonnerie, soudure, enfin bon, c'est plutôt industrie, là, etc., électricité, etc. Donc voilà, une fois qu'on est sur l'emploi, donc déjà sur la phase de recrutement, on essaie d'être au maximum présent pour pouvoir faciliter la mise en relation avec les entreprises. Voilà, on va pas envoyer un CV par mail et puis laisser la personne se débrouiller, parce qu'il y a quand même des problématiques récurrentes de langue, vous l'imaginez. Donc, nous, on essaie d'intervenir là en tant que facilitateur, facilitatrice avec Karine et Virginie. On se rend compte que ça représente une réelle plus-value, notre présence pour rassurer le public, mais aussi, il faut le dire, pour rassurer l'entreprise. On travaille majoritairement avec des petites et des moyennes entreprises qui sont très volontaires. On était plutôt agréablement surpris dès le démarrage d'Adventus, qui sont vraiment volontaires pour faire une place à ces publics spécifiques. Mais voilà, il faut quand même créer du lien et pouvoir assurer un suivi, je dirais, avant l'embauche, pendant l'embauche, mais aussi après. Vous voyez tout à l'heure, avant le webinaire, j'étais en ligne avec une entreprise, un garage, pour un jeune Libyen, réfugié de 28 ans, qui effectuait une période de stage d'une semaine avec une perspective d'alternance en apprentissage au centre de formation IFAC, donc qui fait partie de la CCI à Brest en Suisse, pour parler concrètement. Donc, l'importance du suivi également une fois que la personne est en emploi ou en stage, pour en l'occurrence cet exemple-là. Oui, ce que je peux préciser un petit peu, c'est qu'on est vraiment sur un accompagnement individualisé, où en fait chaque personne va avoir un référent, en fait, ce qui va lui permettre d'éviter en fait de réexpliquer encore une fois son parcours. Donc l'objectif, c'est aussi d'être dans une relation de confiance où on se connaît. On s'est rendu compte que ça faisait avancer les projets en général plus rapidement. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de valoriser en fait les expériences antérieures de ces personnes, parce qu'en fait, on se rend compte que derrière ces parcours, il y a aussi des métiers, des compétences, des envies. Donc on essaye vraiment de valoriser ça et aussi de leur permettre, quand c'est leur souhait, d'accéder à des formations qualifiantes, de pouvoir se former en fait à des nouveaux métiers en leur présentant, parce que les métiers qu'on exerce en France sont pas les mêmes pour certains que ceux exercés en Afghanistan. Donc on a aussi un travail assez important en fait de présentation en fait de ce qui peut exister. Et donc du coup, ça donne lieu à des parcours assez beaux quoi pour beaucoup. On fait aussi des ateliers en fait, des ateliers collectifs où là on va être plus sur du travail par exemple au niveau des codes, comment on va se présenter un employeur, les choses qu'on peut mettre en avant, ce qu'il faut éviter. Voilà, des contrats de travail aussi, parce que c'est pas évident en fait parfois de se repérer dans le charabia des acronymes. Donc prendre le temps d'expliquer ce qu'est un contrat de travail, ce qu'il y a en dessous. Et est-ce que justement, donc ça, ce sont des ateliers collectifs, c'est ça?
Oui, en petit collectif, hein, avec en général ils sont animés par deux d'entre nous et avec de 4 à 6 personnes. Donc D'accord. pour que ça reste dynamique, d'ailleurs ça l'est pas mal, pour que les gens puissent prendre la parole et c'est souvent très vivant. D'accord. Donc, j'imagine que ce sont aussi des occasions de rencontres entre eux et des temps où ils peuvent échanger également. Ouais, tout à fait, tout En à fait. effet, il y a des comparaisons assez. On est en animation, mais quelque part, les publics animent autant que nous. C'est vraiment des réunions qui sont intéressantes à mener parce que, comme expliquait Karine, bon, il y a des différences entre pays, déjà au niveau des sujets liés à la mixité, au travail, liés au contrat de travail. Voilà, ça parle pour certains, pour d'autres pas du tout. Euh, donc on se nourrit un peu les uns les autres quelque part. Très bien. J'ai un œil sur le chat, donc j'en profite pour partager quelques questions. Thomas, tu pourras compléter avec les autres à la suite. On a parlé rapidement de Défi Emploi du Pays de Brest, donc c'est cette structure qui porte le projet, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous Oui, présenter un voilà, petit donc peu Défi plus? Emploi a répondu à l'appel à projet, sauf erreur, fin 2018. Et donc ensuite, on a démarré le 1er avril de 2019. Et Défi Emploi, c'est une structure qui est l'ex-maison de l'emploi du Pays de Brest et qui porte également le plan local pour l'insertion et l'emploi, mais également d'autres dispositifs. Voilà, on est à peu près une trentaine, un peu moins. Ouais, bon, je sais pas l'effectif exactement. Très bien, bon, c'est une information qu'on peut retrouver par ailleurs, mais très bien. Et d'ailleurs, votre structure porte aussi un projet d'un autre appel à projet 100% inclusion, Oui, Brest Cob inclusif, si je ne me voilà. trompe pas. Donc, ce sont des appels à projets lancés encore une fois dans le cadre du PIC, donc le plan d'investissement dans les compétences. Euh, donc le projet s'organise autour des trois grandes actions là dont on a parlé. Ce qui est intéressant aussi peut-être c'est le rapport avec les entreprises et puis de manière plus générale peut-être le travail partenarial que vous mettez en place. Donc, comment ça se traduit? Alors, comment ça se traduit? Disons que le travail partenarial nous aide beaucoup, en fait, et nous, c'est quelque chose de super important voilà, sur ce dispositif. Tout le travail avec les travailleurs sociaux, en fait, des personnes qui sont accompagnées, mais également avec toutes les, tous les centres de formation, en fait, qui en fait, ont su s'adapter, en fait, au public non francophone et qui de plus en plus en fait intègrent des modules français langues étrangères dans leur parcours de formation. On travaille aussi beaucoup, le travail partenarial, il nous aide énormément pour tout ce qui est pour nous aider à lever des freins. Voilà, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la santé, en fait. On travaille beaucoup avec un dispositif qui s'appelle le dispositif santé réfugiés, qui est porté par Coalia et qui accompagne, en fait, vers le soin, une prise en charge poussée des personnes qui sont bénéficiaires de la protection internationale. On va travailler aussi avec, voilà, au niveau du soin avec le point H. Également, ouais. C'est vrai on se rend compte, alors peut-être juste un petit focus sur les difficultés, problématiques particulières qu'on peut rencontrer. Alors bon, elles sont surprises, hein, liées au logement, liées à la mobilité, bon, la pratique de la langue. On peut avoir ponctuellement des mises à l'abri à gérer. Bon, c'est pas un sujet simple, donc et c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, mais là, bon, on se débrouille. On arrive avec des relais locaux à quand même à trouver des solutions pour le moment et des problématiques liées aussi à la mobilité. Alors, comment on agit là par rapport à ces problématiques-là? Bon, la situation du logement, elle est travaillée quand même majoritairement, très majoritairement par les référents sociaux de Coalia à Doma. La question de la santé, comme disait ma collègue, bon, nous on est amené à faire des prescriptions vers le DSR, comme tu disais.
Moi, je me suis déplacé également au point H avec des personnes qui sont perdues. Donc, ça rejoint ce que je disais en introduction tout à l'heure. On est quand même dans une approche qui est globale. Donc, c'est des publics qui nous relèvent des difficultés de ce type. Bon, on essaie de trouver une solution et on les balaye pas comme ça d'un revers de main. Au niveau de la mobilité, on travaille avec une association qui s'appelle En route pour l'emploi. Donc, ça nous apporte quand même de la souplesse. Il suffit de faire des prescriptions et ensuite, il y a une participation très faible de la personne et elle peut être acheminée à son lieu de travail et ensuite, on peut aller la récupérer le soir pour qu'elle rentre à son domicile sur une période de 2 mois. Et on active en parallèle les aides au permis de Pôle emploi. On peut accompagner les personnes pour obtenir les devis dans les auto-écoles, etc., etc. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Thomas, est-ce que tu veux bien nous les partager? Oui, tout d'abord, Christophe qui nous demande s'il y a une raison que les métiers de la mer ne soient pas dans les propositions. Est-ce que c'est un manque d'information de la part de la filière maritime? Alors, c'est une question un peu plus générale qui concerne… Oui, la Touline fait régulièrement en fait des informations sur les différents métiers de la mer, donc qui sont proposés aux personnes. Euh, après, certains parcours migratoires euh, vont avoir un peu des conséquences au niveau de la relation avec l'eau, la mer, des traversées. Oui, ça peut être délicat. Donc voilà, ça peut être proposé. Pour le moment, on n'a pas eu de personnes qui se positionnaient, mais disons qu'on travaille régulièrement avec la Touline. Ouais. Très bien, merci beaucoup. J'ai une question aussi de Cécile. Alors, je n'ai pas pu lire la question entièrement avant de vous la poser, donc je vais la lire textuellement. Avez-vous un partenariat avec les CFA du bâtiment en région Bretagne qui porte un dispositif de formation à destination des BPI appelé CAP+, et qui permet à des jeunes de se former à un CAP en alternant jusqu'à 29 ans? Oui, Marie-Claire, j'allais répondre. Ouais, j'allais rebondir aussi parce que ça fait du lien avec une autre question précédente. Quelle est la différence entre le projet Melting Braise, qui pour le coup donc propose ces CAP+, et le projet Adventus? Je me permets de préciser effectivement, parmi les 4 porteurs de projets, nous avons effectivement le réseau d'émissions locales Melting Braise et qui effectivement déploie des parcours d'accompagnement en trois types de parcours d'accompagnement, dont le parcours CAP+. Voilà, effectivement, je pense que Défi pour l'emploi tout à l'heure a évoqué le fait qu'il y a une articulation et vous avez évoqué au fait aussi l'action des missions locales, puisque ça doit se faire effectivement en articulation. Voilà, donc les 2 porteurs effectivement sont sur le même territoire puisque Melting Braise est sur 7 territoires bretons, dont le pays de Brest. Voilà, je vous laisse poursuivre. Alors, par rapport à cette question, oui, on travaille régulièrement avec le CFA de Quimper, CFA bâtiment de Quimper, avec Annie Gouriot, qui est vraiment une ressource importante pour nous au CFA. Et on a, depuis le démarrage d'Adventus, on a eu plusieurs parcours. On a eu des parcours en placo et en peinture. Au niveau du CFA de plusieurs personnes, je ne sais plus combien exactement. Je réfléchis, ça doit représenter 3 ou 4, je ne sais plus, 3 ou 4 personnes, avec des entreprises basées à Brest et donc l'alternance au CFA à Quimper, donc des alternances qui se sont vraiment bien passées. Pas tout le temps sur du CAP+. J'ai en tête, et ça a concerné une personne pour le CAP+, donc en 3 ans. Sinon, on est sur des durées normales de 2 ans, quoi. D'accord. Et je me permets de préciser que Madame Pellerin, qui a posé la question, si je me trompe pas, travaille au CFA du bâtiment de Saint-Grégoire. Et donc, elle accompagne notamment des élèves sur des projets, par exemple, où ils vont faire des livres numériques ensemble. Enfin, je me demande si vous n'êtes pas professeur de français, notamment, mais vous pouvez dire dans le chat. Mais en tout cas, on peut aussi échanger vos coordonnées si jamais vous souhaitez poursuivre les échanges. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question et puis ensuite passer à la conclusion.
Eh bien, c'est parfait. Sylvie se demande comment se rencontrent les jeunes. Est-ce que vous organisez des réunions, des temps de rencontre entre eux? Alors, nous avons des jeunes de 26, 28, 38, 45, 53 ans. Eh bien, c'est les jeunes. Puisqu'on accompagne des publics, comme l'a expliqué Karine, qui ont plus de 26 ans majoritairement, évidemment, puisque la mission locale accompagne les publics qui sont plus jeunes que 26 ans. Alors, comment est-ce qu'ils se rencontrent au sein de... Si c'est possible de préciser la question? Sylvie nous demande, est-ce que vous organisez des réunions, par exemple, ou est-ce qu'il y a des temps de rencontre D'accord. spécifiques? Alors, il y a déjà les ateliers collectifs qu'on développait tout à l'heure sur des thématiques bien précises liées au contrat de travail, à l'entretien de recrutement, etc. Et donc, on va en développer des nouvelles dans les mois à venir qui correspondent aux besoins et à la demande des publics. Ensuite, nous avons en collaboration avec nos collègues de Brest-Cob qu'on a évoqué tout à l'heure, des actions plutôt, je dirais, de loisirs plutôt dans une dimension plus sociale, où il va y avoir des possibilités de faire des activités sportives, par exemple, de découvrir différents sports le jeudi matin. Et nous, on se rend compte que c'est pas une perte de temps. Parce que durant ces activités-là, les personnes sont, je dirais, dans une dynamique de langue française et ça leur permet d'écouter, de s'exprimer et vraiment de progresser, quoi. Donc, il y a ces temps-là. On a eu aussi, c'est à la marge, hein, parce qu'on manque quand même un peu de temps, mais on a eu l'occasion de faire un pique-nique avec des personnes dans une petite plage juste à côté de Brest, à Saint-Pin-du-Port-Zig, ce qui leur permet aussi de découvrir des lieux vraiment sympathiques où ils peuvent se déplacer avec des accès en bus. On est allé au cinéma voir un film en français, bien sûr, avec un bon groupe, là, cette fois-ci, de personnes et on a débriefé ensuite en français pour voir qui a compris quoi et comment. Tout ça, ça leur permet de pouvoir progresser. Mais ce sont des activités qui restent à la marge. L'objectif premier, c'est pas ça. Ça, c'est un objectif intermédiaire. L'objectif premier, c'est, pour remettre un peu la balle au centre, c'est bien sûr de développer l'autonomie des publics et vraiment être dans un objectif d'inclusion socio-pro, quoi, pour qu'ils puissent sortir du RSA et pour qu'ils puissent s'intégrer socialement, quoi, et professionnellement. Très bien, merci beaucoup. Merci pour toutes les questions dans le chat. Je vois qu'il y a des personnes qui ont partagé leurs coordonnées, donc n'hésitez pas à vous recontacter par la suite. Et ça me permet de faire du lien avec notre communauté, la Place Bretagne, dont j'ai parlé précédemment. C'est une plateforme qui a été développée par le ministère du Travail, la DGEFP, et qui est qui est ouverte à tous les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion, et notamment les personnes qui interviennent dans les projets du PIC ou du pacte régional, mais pas que. C'est vraiment ouvert à l'ensemble des acteurs du territoire. Et justement, sur cette plateforme, qui est un peu à la croisée du site internet et du réseau social, on met en avant tous ces projets. Donc, vous pouvez retrouver des interviews des porteurs de projets. Il y a toutes les fiches de synthèse, donc des projets, des 4 appels à projets dont on a parlé. Ça représente une trentaine de projets en Bretagne. Et justement, ce cycle de webinaires qu'on a lancé, ça nous permet aussi de vous faire rencontrer virtuellement pour l'instant ces acteurs et puis de pouvoir poser vos questions. Et donc sur la communauté, la place, vous pouvez reprendre contact avec les personnes parce qu'il y a un annuaire, il y a un forum, donc vous pouvez également partager des informations. Pourquoi pas partager des actualités sur votre structure, faire un appel à contribution, un appel à partenariat. Il faut vraiment pas hésiter à vous inscrire si c'est pas déjà fait. Thomas a mis le lien dans le chat. C'est très rapide, c'est sécurisé. En quelques clics, c'est fait. Et si jamais vous rencontrez la moindre difficulté, eh bien, c'est moi qu'il faut contacter pour régler ça. Et donc, je voulais rajouter aussi que
en collaboration avec la DRETS Bretagne et donc avec le greffe dans le cadre de la place, on met en place un certain nombre d'événements, d'animations auprès des acteurs bretons et auprès des lauréats des appels à projets. Donc il y a voilà, ce premier webinaire aujourd'hui qu'on a fait, mais autrement on propose des journées de rencontres. Il y a déjà eu en octobre, et Karine, vous étiez là, si je ne me trompe pas, on avait fait une session lab. Donc c'est des journées où les acteurs et les lauréats peuvent se rencontrer et partager des problématiques. Donc on a parlé santé, on a parlé logement, freins périphériques. Et ça, ce sont aussi des problématiques qui sont partagées pour tous les appels à projets. Madame Petit, je sais aussi que vous pouvez rencontrer ce type de difficultés avec les publics que vous accompagnez. Donc, on a vraiment la volonté de créer des ponts entre les lauréats d'appels à projets, mais également entre les différents appels à projets. Donc, on fait ces journées, on propose des ateliers d'échange et on va continuer cette dynamique. Et sur la place, vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec ça. Je vais en profiter pour remercier toutes les intervenantes et tous les intervenants. Merci à Thomas et merci pour la préparation de ce webinaire. Le replay sera disponible bientôt sur le site du Greffe Bretagne et sur la place, bien entendu. Et on vous donne aussi rendez-vous le 21 juin prochain. Donc, pour certains acteurs, il y a une session lab prépa-apprentissage et pour les personnes qui le souhaitent, on organise une conférence sur la formation entre pairs. Donc, c'est un rendez-vous du pacte qui se tiendra le 21 juin. Il est encore temps de vous inscrire et on va notamment parler des ateliers de co-développement. Donc, c'est des processus d'intelligence collective qui permettent de partager des problématiques et de trouver des solutions ensemble. Donc, pendant que mon collègue Thomas et Sylvie feront une conférence à ce sujet et proposeront des temps d'expérimentation, eh bien nous, avec Madame Poitou et Madame Zouane, on sera en train de faire des ateliers avec les porteurs de projets prépa-apprentissage. Eh bien, merci beaucoup tout le monde et on vous donnera rendez-vous à la rentrée prochaine pour un second épisode des Voies de l'insertion en Bretagne. Merci tout le monde et bonne journée. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée, Bonne journée, au revoir.